Dans bien des domaines, le je, donc vous, chacun, comme moi, le je n'a pas le sentiment d'avoir à choisir, parce que, évidemment, chacun de nous intériorise des choix bien antérieurs à notre arrivée. Par exemple, tout ce qui relève de la langue maternelle, les us et coutumes dans lesquels nous sommes. On ne va pas réinventer l'eau tiède tous les matins. Évidemment, ce matin, vous n'êtes pas dit quelle langue je vais parler aujourd'hui. Oui. Même si vous étiez polyglotte. Mais enfin, quand même, spontanément, par ici, on parle quand même plus ou moins français. Même un matinée de breton, j'en conviens, mais quand même tout de même un peu de français. Eh bien, voilà. Et ça, on les a intériorisés. Mais sans que j'en ai claire conscience, en fait, j'ai choisi de m'écouler dans ces us et coutumes, de plus ou moins bonne grâce. Et non sans les modifier quelque peu, à mon petit niveau. Ce choix se fait à mon insu, jusqu'à ce que j'en prenne conscience. Conscience, conceptuellement, j'ai connaissance de la façon dont ça se passe. Par exemple, il y a un moment, vous savez, des jeunes qui commencent à sentir qu'ils existent, qu'ils ont une certaine consistance, ils vont chercher leur style vestimentaire, ils vont chercher, voilà, à l'intérieur des us et coutumes, ils vont se situer, la manière d'utiliser la langue, la manière d'écrire. On a tous appris à faire les lettres à peu près de la même façon, puis vous voyez, au bout d'un moment, il n'y en a pas deux qui écrivent de la même manière, parce que on marque de notre propre personnalité ce que nous avons reçu. Ah, alors par exemple ici, donc j'ai pas le choix pour la langue, ma langue maternelle, le code de la route. Bon, on s'est dit, c'est mieux de rouler à droite dans notre pays. Bon, on roule à droite, on va pas se remettre la question là, on va payer ses impôts, c'est mieux. Ah, mais j'ai pas le choix pour les impôts, vous allez me dire. Eh ben si, justement, on a toujours le choix. Alors je fais un pas de plus. On a toujours le choix. Seulement, la liberté, cette capacité de choisir, est toujours un rapport entre un bien que nous visons à obtenir et un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Le prix à payer pour être là ce soir, par exemple, ça a été de ne pas être ailleurs. Peut-être vous avez peut-être des petits-enfants à garder, ou je sais pas, des choses. Vous êtes peut-être fait un peu tirer par votre conjoint, en disant « Mais si, viens, ça nous fera une sortie, etc. » Ouais, bon, bien, voilà. Un petit prix à payer. Parfois, c'est un prix plus important. Alors, j'ai le choix de payer mes impôts comme j'ai le choix de ne pas les payer. Ben ça, si je paye pas mes impôts, je risque d'avoir une sanction. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est ce que je veux? Peut-être. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que l'on pose un choix, vous pouvez être sûr qu'il y a un prix à payer. La liberté consiste à assumer cet état de fait. Ce que je veux, je l'obtiens en payant un certain prix. Tout se passe comme si mon obligation de choisir me permettait de trouver ce que je cherche. Et qu'est-ce que je cherche? Ce que chacun de nous peut dire, je cherche quoi? Au fond, à moins d'être tordu, ce qui ne semble pas être votre cas, chacun cherche à, je vais lâcher un gros mot, mais on cherche à être heureux, quand même, à trouver son bonheur. Pas un bonheur avec un grand B, vous savez, entre deux nuages, là, on ne sait pas où c'est, non, mais être heureux, s'y retrouver, comme on dit, il faut que je m'y retrouve, dans mes petits choix du quotidien, comme dans mes grandes options professionnelles, ou de tel type de vie maritale, ou de telle orientation, de renouvellement de ma vie professionnelle, que sais-je. Bon, à tous les niveaux, structurellement, qu'est-ce que je cherche? À m'y retrouver, à être heureux, voilà. Qu'est-ce que c'est une vie heureuse? C'est une vie heureuse quand on a là, au bout de sa vie, on se retourne, puis on se dit, bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des épreuves, il y a eu des drames, il y a eu des... Bon, enfin, bon, bilan positif, voilà, ça valait la peine, voilà. C'est une vie réussie, on se retourne, on se dit, ça valait la peine de vivre, voilà. Donc, c'est tout bête, hein, mais c'est très important de s'en rendre compte. On aspire à être heureux, voilà, on cherche son bien. Ce qu'on appelle son bien, à travers une multitude de biens. On en paye donc le prix à chaque fois, renoncer à d'autres biens, le prix aussi de notre implication, on se mouille, chaque fois que l'on pose un choix, on se mouille, on se trouve mouillé parce qu'on a décidé de mettre en œuvre. Par exemple, là, vous êtes fichés, voilà, vous êtes tous là, habits de la vie, CCBF, tout, toc, voilà, vous êtes mouillés. Et quand je dis mouillé, peut-être en sortant, vous allez prendre une douche, ça fait double. Je fais un pas supplémentaire. Nous posons donc tous nos choix en fonction du bien que nous visons.
Ce bien, je mets un petit b pour l'instant, enfin s'il se diffracte en une quantité de biens, il apparaît de manière plus ou moins confuse à différents niveaux de la réalité. Il y a l'horizon de l'idéal. Vous voyez, alors ce que chacun, dans son âme et conscience, va mettre un bien avec un grand B, mon idéal. Voilà, une civilisation de l'amour, une fraternité universelle. Voilà, ça peut être ça, hein, l'idéal qu'on vise, le bien. Et puis, entre soi et cet horizon de cet idéal déployé, eh bien, il y a toute une série de biens qui vont se décliner sur tous les plans, comme des projets, voilà, des aspirations, des choses qu'on met en route, etc. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan professionnel, sur le plan familial ou ludique, etc. Ce qui est certain, c'est que ce bien, quel qu'il soit, ne peut pas simplement se satisfaire de la consommation, si je peux exprimer ce mot-là, parce que dans notre société, il a un certain poids, la consommation des pulsions instinctives. Voilà. La satisfaction des pulsions chez l'être humain procure un soulagement, certes, une réelle détente, mais qui s'évanouit assez vite et s'accompagne souvent d'autres choses qu'elle-même. Par exemple, la relation sexuelle s'accompagne très très souvent d'un désir, parfois même inconscient, d'être aimé, un besoin d'être aimé, ou de se sentir en train d'aimer quelqu'un, de compter pour quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui compte pour soi. Manger, oui, bien sûr, manger, il faut manger pour vivre, mais manger, oui, mais pas tout seul, on aspire à des compagnons, partager le pain avec d'autres, voilà, à une relation sociale à travers le repas. Voilà ce qui compte. Je viens de voir d'ailleurs dans l'étude du Secours catholique qui vient de sortir que 52% des personnes accueillies par le Secours catholique réclament de l'écoute, d'abord. De l'écoute et de l'attention. Vous voyez ? Alors, on le sait, mais c'est bien qu'il nous les rappelle, ces choses importantes. Vous voyez ? Et seul l'humain va aller jusqu'à choisir le jeûne ou la continence. Voilà. Alors ça, s'il y a quelque chose que les animaux comprennent absolument pas chez nous, c'est bien ça. Le jeûne avec un frigo plein, il a faim, elle a faim, elle a un frigo plein, elle jeûne. Ça, c'est absolument incompréhensible du point de vue animal. Vous voyez ? Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Eh bien, on le fait parce que nous sommes les seuls êtres, en dehors des questions d'équilibre organique. Hein. Un animal peut arrêter de se nourrir parce que, par exemple, l'eau est polluée ou parce qu'il a un souci médical. Hein. Moi, je parle là d'un mammifère, entre guillemets, en bonne santé. Voilà. Mais il se trouve que quand il est humain, il est capable de jeûner, il est capable de vivre une continence sur le plan sexuel, etc. Donc voilà quelque chose qui nous est particulier. Et pourquoi ? Je continue de faire un pas de plus, il le fait à cause des valeurs. Les valeurs. Il y a des choses pour l'être humain qui valent mieux que la vie d'existence, c'est-à-dire qui nous oblige à manger, voilà, les grèves de la faim ou les jeûnes. Voilà. Alors après, on va trouver plein de vertus aussi derrière, même y compris diététiques, c'est pas la question. Je parle moi du jeûne qui n'a pas comme objectif une utilité quelconque, y compris, je dirais, non, c'est juste soit une protestation, soit, la plus souvent, on rencontre ça dans toutes les civilisations, une sorte de suspension du besoin de manger volontaire, voilà, pour chercher à honorer une autre dimension de soi qui ne se trouve pas honorée quand on a le ventre plein, et voilà. Donc, les valeurs. Les valeurs. Chaque être humain a des valeurs. Personne n'est sans valeur. Je veux dire, quand sans valeur, je ne parle pas de la valeur de la dignité de chaque personne, je parle les gens ont tous des valeurs qui balisent leur vie. D'un sujet de conscience à l'autre, les valeurs ne sont pas les mêmes, j'en conviens. Ça peut aller jusqu'à poser d'ailleurs un problème de vie ensemble. Hein. Ah ben oui. Vous savez, dans le train, quand des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs considèrent qu'il n'y a aucun souci pour essuyer la semelle de ses chaussures sur les sièges, eh ben ça pose un problème de cohabitation, vous voyez. Je prends un exemple banal, mais vous comprenez qu'il y en a d'autres plus graves que ça. Hein. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs. Notre auto-centrement nous porte toujours à considérer que celui qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, autrement dit qui n'est pas sur une même définition du bien, n'aurait pas de valeur. Je dis les gens n'ont plus de valeur aujourd'hui, c'est pas vrai. Les gens ont beaucoup de valeur. Mais je ne peux que constater que souvent,
dans une société aussi hétérogène que la nôtre, et qui nous honore par cette hétérogénéité, mais qui, la barre est haute, n'empêche que dans une société aussi hétérogène que la nôtre, il est clair qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et même si on a les mêmes valeurs, on les met pas dans la même hiérarchie. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Et donc, quand je dis les valeurs, alors les valeurs, c'est vraiment ce qui va baliser le chemin entre mon idéal, plus ou moins confus, et les choix que je dois poser. Voilà. J'ai des balises, voilà. Des repères, comment dire. Ça quand même. Il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Je m'interdis des choses, je m'oblige à d'autres. C'est ça, les valeurs. Ça vaut la peine. Vous voyez, derrière le mot valeur. Qu'est-ce qui vaut la peine? La peine de quoi? La peine de me lever le matin, la peine de me mouiller, la peine d'opter, de m'orienter, de m'engager. Voilà. Qu'est-ce qui vaut la peine? C'est ça une valeur. C'est pas ce qu'on défend souvent, ça, les valeurs, oui, on est tous pour la paix, on est tous pour le respect des mutuelles, on est tous pour ça. Bon, ça ne mange pas de pain de se le redire, mais concrètement, dans les choix qu'on fait, c'est là qu'on voit quelles sont nos valeurs. C'est là que ça se joue. C'est pas dans ce que j'en dis, c'est dans ce que je mets en branle à travers mes choix. Ça va comme ça vous suivez ou... Bon, tu m'as pas encore arrêté, hein? Non, très bien. D'accord. La définition du bien, cependant, honore avec plus ou moins de force notre humanité. Donc attention, alors je dis tout de suite, évidemment on rêve tous, l'Église d'ailleurs fait partie des référentiels de valeurs qui en rêvent aussi, mais comme toute institution, et nous aussi, on rêve, et les philosophes se sont pris le chou sur la question, d'un bien qui serait universel, on serait tous d'accord. Un idéal qui serait vraiment celui de tous. Hein. Comme ça, on se dit, ça aide, ça dégage l'horizon. On est tous d'accord sur vers où on va. Alors après, on peut se discuter sur comment on y va, mais on est déjà d'accord sur l'horizon. Et je suis désolée, mais ça marche pas. Voilà. On n'a pas, apparemment, le même horizon. Alors, ça pose des problèmes, des tensions évidemment. Et nous, par exemple, en Occident, on est assez content de nous sur la Déclaration universelle des droits de la personne humaine. Bon. C'est pas mal comme repère. Mais on s'est bien rendu compte ces dernières années que d'un bout à l'autre du monde, tout le monde ne s'y retrouve pas dans ces déclarations universelles. Cette déclaration, elle est d'universelle que ce qu'on espérait qu'elle soit. Mais en réalité, vous avez la Chine qui va dire, nous, on a nos propres droits de l'homme. Voilà. Manifestement, ce ne sont pas les mêmes que les nôtres. Je ne sais pas du côté des pays du Golfe comment ils récupèrent le truc, mais bon, à mon avis, c'est pas tellement leur souci non plus. Quant à Poutine, voilà. Vous voyez, donc, et je vois qu'il y a quelques pays qui sont en train, certains sont retirés du tribunal international, de la Cour européenne. Plusieurs pays africains, il y en a d'autres qui parlent de se retirer aussi, donc c'est manifestement, même dans des instances comme ça, où on avait l'impression qu'on pouvait fédérer une certaine idée de la justice qui était référée à cet horizon-là, eh bien, tout le monde ne s'y retrouve pas. Voilà, donc c'est compliqué. C'est pour ça que je ne mets pas un grand B à bien, je dis il y a un bien, donc on est tous, ce qu'on a en commun, c'est cette aspiration à du bien. Après, on n'a pas la même définition. Donc après, on va tomber dans un rapport social, donc c'est autre chose. Pour l'instant, je voudrais rester sur la question de la morale, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la liberté, qui est cette capacité de choix à partir ou en fonction de certaines valeurs reliées à un idéal. Mais, de fait, cet idéal qu'on déploie peut être plus ou moins, j'ose dire, terre à terre. C'est-à-dire qu'on peut très bien aspirer à un idéal assez proche, finalement, d'une satisfaction des pulsions, au fond, pratiquement, quoi. Hein, pas beaucoup plus. Bon, ça va, quoi. Moi, j'ai une patate dans mon assiette, j'ai une copine ou un copain, on s'entend bien, voilà, moi, ça me va, maintenant, le reste, bon. Ça, je dirais, ça peut être déjà ça. C'est le minimum, j'allais dire, presque syndical. Et puis, vous avez, à l'autre bout, alors, des personnes qui ont un idéal extrêmement puissant, quoi. C'est vraiment, si moi je rêve d'un monde où il n'y ait plus de personne n'ait faim, personne soit malheureux, voilà, je veux construire quelque chose de différent, je veux fonder quelque chose, voilà. Bon, c'est sûr que l'idéal d'une sœur Emmanuelle, d'un abbé Pierre, je pense d'un pape François, et on voit bien que là, ça, vous voyez, ça dégage quand même, hein, ça ouvre. Hein. Donc, alors, entre les deux extrêmes, on est toujours en tension entre les deux, plus ou moins, vous voyez. Mais de fait, on voit bien qu'il y a je dirais, c'est pas tout à fait la même chose que de mettre, par exemple, tout son idéal dans une sorte de confort matériel.
Hein. Je jette pas la pierre à ceux qui font ça. Il faut toujours saisir les choses dans une trajectoire. Hein. Il y a des gens qui viennent de très loin, qui ont vécu une enfance difficile, etc. Ils sont baladés de partout, parfois avec des nuits dans la rue, etc. Bon, il y a un moment, ils arrivent à une certaine stabilité, ils sont contents, ils ont un petit toit, un jardin, ils ont un boulot à peu près stable. Je veux dire, on va pas leur jeter la pierre. Vous voyez, il s'agit pas de juger. Hein. Simplement, voilà, pour des personnes, leur idéal du bien, c'est ça, la vie heureuse. Et Dieu sait si on en a encore dans nos rues de gens qui rêvent de ça. Leur idéal, ça serait d'avoir un toit et puis d'être à peu près sûr de manger régulièrement et puis de pouvoir avoir une vie sociale, quoi. Voilà. Et ben c'est déjà pas mal. Hein. Et puis il y en a d'autres qui ont comme idéal quelque chose d'un autre ordre. Et puis encore une fois, ça va dépendre aussi des séquences de notre vie. On n'est pas tout à fait situé de la même façon à 20 ans, à 40 ans, à 80 ans, etc. Donc voilà, tout ça c'est à manier avec une certaine agilité. En tout cas, voilà, il peut y avoir un idéal assez terre à terre et un idéal, par contre, beaucoup plus qui nous porte à honorer justement ce qui se cherche dans cette capacité que nous avons à choisir la vie heureuse. Voilà. Comment est-ce que on va pouvoir poser des choix cohérents avec ça ?